Et M. Bernabé, s'il aime les droits, qu'il aille apprendre les droits. Et mais surtout, il aille l'apprendre chez les bons professeurs du droit constitutionnel ou du droit public. Et à ce moment-là, il arrivera à une lecture combinée des articles et non pas prendre un article isolé comme un Tambouma l'avait fait. Il faut, dans les régimes juridiques... Vous avez parlé d'une lecture triangulaire de la Constitution. Et pour vous, Barnabé, sur le plan des droits, c'était un analphabète. Oui, vous savez qu'il y a un livre, on dit les nouveaux analphabètes. Un analphabète, les nouveaux analphabètes, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de diplôme, mais ce sont ceux qui, depuis qu'ils ont eu des diplômes, ils n'ont plus lu. Et d'autres analphabètes sont ceux-là qui, depuis, ils ne se sont plus formés. C'est pour ça qu'il faudra, dans notre pays, dans chaque domaine de profession, qu'il y ait des formations, obligations de formation continue. Enfin, il y a 2 jours, plutôt, notre invité Fabien Lumbala citait nommément ici l'ancien vice-président de la République, Azarias Robert-Roy. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, sur notre chaîne, Azarias Robert-Roy va parler. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. On sait qu'on aura passé du bon temps de télé, comme vous l'aimez bien. On reviendra tout à l'heure sur les arrêts de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les contentieux électoraux. Une quarantaine d'élus invalidés et d'autres validés. Au sein de l'Union sacrée, ça bouillonne. Et les premières langues ont commencé à se délier. Bahati, figure importante de l'Union sacrée, dont le fils, qui était pourtant membre du bureau provisoire à l'Assemblée nationale invalidé, promet une déclaration politique cet après-midi. Nos équipes seront là-bas pour tout vous rapporter en temps réel. Que va-t-il rester de l'Union sacrée? Bahati va-t-il partir? Toujours est-il, après cette série de validations et d'invalidations, certains masques pourraient tomber. Et d'ailleurs, d'autres masques tombent déjà. On vous balancera dans l'émission une vidéo inédite d'une influenceuse tshisekidiste assumée qui commence à se dédire. Bientôt pourrait-elle tourner ses armes contre le président? On posera la question à notre invité. Notre invité qui vient évidemment pour répondre à ce qu'il considère comme hérésie qui aurait été dite ici. Mais hier soir, le président Tshisekedi a reçu la ministre de la Justice. On veut traquer les députés et candidats, gouverneurs ou sénateurs corrompus ou corrupteurs.
On verra bien jusqu'où on est capable d'aller quand on sait que le sort de candidats députés invalidés est toujours suspendu aux lèvres des juges. Soyez les bienvenus. On a fait venir Maître Oscar Moubiaï. On est content que vous soyez là. Merci de revenir à la maison. Maître Oscar, ça devient une habitude maintenant. Vous êtes très à l'aise quand vous venez ici. Mais je suis heureux d'être toujours chez vous. Ouais. Évidemment, je pense que c'est dans l'intérêt de nos téléspectateurs, dans l'intérêt du débat public, que vous animez avec compétence et professionnalisme chez vous, ce qui nous motive à venir. Ce n'est pas dire qu'on revient à la maison parce que je ne suis pas de la maison et je ne suis d'aucune maison. Vous n'êtes d'aucune maison, évidemment. La maison, c'est nous, c'est la nôtre, la maison de notre public qui nous regarde. Et d'ailleurs, ils sont très nombreux. Ce matin, on a eu 12 000 abonnés. En 3 semaines et demie, c'est un record incroyable. Continuez à vous abonner. On va bien fêter le premier anniversaire, le premier mois avec 15 000 abonnés. On sait que ce n'est pas impossible. Continuez parce que ici, c'est bien chez vous. On va parler politique, Maître Oscar. Mais je voudrais que l'on parle d'abord social. Vous allez nous excuser. Veuillez vraiment nous excuser parce que je vais balancer la vidéo de quelqu'un que vous acceptez difficilement. Les rares fois qu'il est passé ici, il y a eu tellement de polémiques. S'il vous plaît. Ici, ce n'est pas le personnage qui intéresse, mais le contenu de ce qu'elle dit. Je voudrais qu'on regarde cette courte vidéo. On reviendra parce qu'avec Maître Moubiaï, nous avons la chance ou la malchance de partager une même région géographique. Il y a des choses à dire quant à ce. Très vite. Bonsoir les amis. Nous venons de suivre tous les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont irrévocables. Comme je vous l'avais dit, j'attendais ces arrêts pour pouvoir prendre ma décision. À partir de ce soir, je préfère mon argent que je voulais investir dans la campagne de gouverneurs et sénatrices au Kasaï central, pratiquement 900 000, 1 million de dollars, aller investir ça chez moi en Belgique et que ça soit l'héritage de mes enfants. Je ne ferai plus d'action chez moi au Kasaï central, précisément. J'ai compris que les Balouba de Mouchmaï sont aux commandes et que nous devrions pousser tels des esclaves. Ce sont eux qui déplacent les pions. Ce sont eux qui disent qui va où. Il paraît que je suis un électron libre. Je m'assume. Être électron libre, j'ai travaillé toute ma vie, je dépends de personne. J'ai mon argent, j'ai mes diplômes, j'ai une expérience. Tout le monde peut m'utiliser pour travailler. J'ai travaillé pour tout le monde dans ma vie, donc je n'ai pas de problème. Oui, c'était Denise Dissochoa, Kanjinga, et son vrai nom. On ne reviendra pas sur les considérations personnelles, ses expériences, son parcours, ses échecs. Mais il dit quelque chose qui retient mon attention. L'entourage du président, selon elle, essentiellement dominé par les ressortissants du Kasaï oriental, fait ombrage à d'autres ressortissants, à d'autres fils du Kasaï qui ne sont pas du Kasaï oriental. Vous êtes du Kasaï central vous-même, Maître Moubiaï. Vous sentez-vous concerné par ces propos aussi dangereux de Madame Kanjinga? Écoutez, déjà, c'est une chance qu'on partage les mêmes coins et surtout les mêmes territoires d'Ndemba que vous aimez et que j'aime. Vous êtes d'Ndemba vous aussi? Ce n'est pas, il n'y a pas de chance de ce côté-là, ça ne peut être que bonne chance. Bien. Maintenant, je viens de découvrir que Madame Denise partage la même province que nous partageons, que nous aimons et qu'elle aime. Elle est même du même territoire, elle est du territoire de Demba, mais elle était candidate dans la ville de Kananga. Ce que nous pouvons retenir d'essentiel dans son propos, c'est qu'elle est en train de démontrer qu'autour du président de la République, dans les cordons, parce que vous savez, quand on est au pouvoir, il y a les cercles.
Et il considère que le cercle de ceux de Mbujimaï ferait de sorte que... S'accapare de tout. Et ne laisse que des miettes à d'autres. Ouais. Ne puisse pas se retrouver. Bon, je trouve cela dangereux et qu'on doit vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de propos comme ceci. Puisque vous savez que pour les jeunes, ils ne connaissent peut-être pas l'histoire. Au départ des Belges, il y a eu une lutte fratricide parce que le Kasaï oriental et occidental, c'est les mêmes peuples. Et divisé pour mieux régner, on a inculqué dans l'esprit de ces deux communautés, qui en réalité ne sont qu'une communauté, cet esprit de dire vous, vous êtes deux ou vous êtes deux. Alors, et au plan national, on retrouve également cette tendance de dire la géopolitique et la redistribution des postes ministériels et dans tous les postes de l'État. On dit qu'on doit tenir compte de l'équilibre géopolitique. Est-ce que dans cet ordre d'idées, Maître Oscar Mobiaye, le Kasaï central s'est-il retrouvé pendant ce premier quinquennat, y compris en ce qui concerne la redistribution des postes? Non, voilà, déjà, je condamne l'idée et le principe. Nous ne pouvons pas partir du principe de ce qu'on appelle la tort géopolitique. Non, on doit partir sur le principe de la méritocratie. Mais il faut tenir compte également des groupes ethniques. On ne peut pas accepter que dans ce gouvernement, par exemple, il y avait plusieurs ministres issus du Kasaï oriental et à peine un ou deux du Kasaï central et qui n'occupaient pas de très très grands postes. Je comprends la Je n'attise pas le feu, mais c'est des choses qui se disent je comprends la dans les milieux des notables. Pour ne pas pratiquer la langue de bois, nous partageons cette frustration et nous la comprenons de nos frères de Kananga qui estiment qu'ils sont minoritaires par rapport à nos frères d'Mbujimaï. Nous comprenons que ça puisse frustrer, mais nous pensons que nous devons nous dépasser pour que nous ne puissions pas rester sur ce principe-là et que nous pensons que le chef de l'État doit, et je pense que c'est ce qu'il fait, pouvoir nommer les gens, non pas en fonction de leur appartenance ethnique, mais en fonction de leur mérite. Je vous donne un exemple. Est-ce que ça voudrait dire que dans le Kasaï central, il n'y a pas assez de gens qui méritent bien d'occuper des postes aussi stratégiques? Non, au-delà des mérites, il y a un problème de confiance. Quand on nomme, ce sont des postes de nomination. Ici, à votre chaîne, vous nommez une personne par ses mérites, mais aussi par sa loyauté. Et donc, je crois que le critère ethnique ne doit pas être un critère qui doit être pris en compte. Et je vous donne un exemple. Et à un moment donné, dans l'équipe, on a souvent tendance à me reprocher de puiser dans l'expérience française. Il se retrouve que je partage cette expérience pour nombre de temps de vie. Et vous avez passé là-bas. J'ai passé là-bas. Donc, alors, quand vous prenez l'équipe de France, à un moment donné, il n'y avait que la majorité des Noirs. Oui, des Africains. Des Africains. Donc, je préfère dire des Noirs. Alors, à un moment donné, on dit une équipe des Noirs. Et il y a tout de suite la politique qui s'invite avec l'extrême droite et les racismes qui arrivent. Et donc, vous comprenez, quand on part sur des critères raciaux, critères ethniques, ça ne va pas permettre qu'une société se développe. Mais vous comprenez ce que j'allais dire là-bas. On peut avoir tous les 11 joueurs noirs, à partir du moment qu'ils méritent, ils vont jouer. Mais est-ce que cela ne se ressent pas dans le travail qui est fait? Aujourd'hui, quand vous arrivez à Mbujimaï, j'y ai séjourné plusieurs fois ces dernières années. Vous sentez un petit changement. La voie urbaine, les entreprises qui essaient de revenir. Il y a quand même un petit changement. Je ne sais pas comment qualifier ça. Par contre, quand vous arrivez à Kananga, sur mes terres, vous vous retrouvez devant un véritable désert où il n'y a rien pour regarder des gens affamés. Tu manques de tout.
sans eau, sans électricité, les érosions qui emportent tout ce qui reste encore. Écoutez, j'étais récemment à Kananga lors de la campagne des élections politiques présidentielles. Ouais. Et vous savez que j'avais levé l'option, en tant qu'État de droit de marche comme ONG, de considérer que je me devais battre la campagne pour le président de la République. Dans la mesure où, le président actuel, parce qu'à l'époque il était candidat, dans la mesure où j'avais considéré qu'il était le même, mieux placé. Vous êtes arrivé jusque chez vous à Ndemba? Ça m'a permis d'aller jusque à Ndemba, dans mon village natal. 3 jours après, on a mis 3 heures sur une distance de 65 km avec 4x4, comme on les appelle, donc des jeeps. Et on fait 3 heures. Donc les camions, quand nous on grandissait, cette route était pratiquée. Il y avait des camions qui faisaient cette route-là. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et quand j'ai quitté Ndemba, 3 jours après, ce n'était plus possible de revenir sur Ndemba parce que les ponts venaient de se casser. Donc il y a des difficultés réelles, non seulement pour notre province, aussi également pour la province de Mbujimayi, du Kasaï oriental. Du Kasaï oriental, et donc et de toutes les provinces. Maintenant, quand vous dites cela, qu'est-ce que nous devons retenir? Est-ce que Paris s'est fait un seul jour? Donc aujourd'hui, le président de la République fait un effort. Pas plus tard que le dimanche, j'étais vers Ngaliema et vers Upen, à partir de l'Upen, la borne. Vous avez maintenant une route qui contourne la ville sans passer par Delvaux pour vous permettre d'arriver à Pompage et dans moins de 10 minutes. Les gens qui sont de ce côté-là vous disent, ben écoutez, Fachi Béton. Donc en réalité, on ne fait pas Paris à un seul jour. Donc aujourd'hui, le président est en train de construire. Et sur 5 ans, on ne peut pas construire un grand pays comme le nôtre. L'effort est palpable. Maintenant, par rapport à la comparaison entre Mbujimayi et Kananga, je parlerai d'une discrimination positive. Parce que quand vous prenez la ville de Kananga, elle a été laissée construite par les Belges, contrairement à la ville de Mbujimayi. Donc le besoin peut se ressentir beaucoup plus en Mbujimayi, peut-être qu'à Kananga. Et en termes d'urbanisme, à partir de là, on ne pourra pas dire que le président a fait parce qu'il est originaire de Mbujimayi, tout en sachant que le fait Étienne Tshisekedi a eu son enfance à Kananga. Donc, en d'autres termes, lui aussi, le président, c'est ça de Kananga. Et d'ailleurs, c'est le Kasaï occidental, enfin l'ex-Kasaï occidental qui était plus tshisekédiste que le Kasaï oriental, tenu à l'époque par Alphonse Ngoyi Kassanji, très kabiliste. Alors, on peut évoluer maintenant. Maintenant, je peux vous demander, ouais. Le Kasaï occidental, Kananga, ouais. C'est beau bien que nous puissions pleurnicher pour dire qu'on ne nous regarde pas alors que nous avons soutenu le président de la République. Mais pour cela, il faut que le Kasaï occidental s'organise aussi. Parce qu'en politique, on vous appelle en fonction du poids que vous représentez et de votre organisation. Oui. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez sur l'espace Kasaï, quel est donc qui vous arrive en termes de qui est un leadership, le fédérateur? Les Bayou d'Aombo chantaient de dire qu'on s'unisse, qu'on parle d'une même voix, comme on disait, Loulou a dit, donc oui. Parlons de la même voix, mais est-ce qu'aujourd'hui nous parlons de la même voix? Aujourd'hui, le Kasaï central a une crise de leadership. Il n'y a personne qui accepte ou qui est à même de jouer ses rôles, fédérer, rassembler, porter la voix des autres. Mais vous avez eu les duos d'Elie Sanga avec Lubaya, oui, qui ont tenté de se positionner comme leader de Kananga. Après, ils se sont eux-mêmes disloqués. On n'en entend plus parler. Ça, c'est pour parler de l'expérience récente. Vous avez eu des Denis Kambaya et ainsi de suite. Moi, je suis arrivé à Kananga. Professeur André Mbata, qui était vice-président de l'Assemblée nationale à la dernière législature, lui non plus n'a pas émergé.
Bon, si l'émergence, c'est parce qu'il ne fait pas venir, il ne se positionne pas en leadership de son fief qui devait lui appartenir en fonction de sa position actuelle à côté du chef de l'État, ben, il a émergé parce qu'il est vice-président de l'Assemblée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la région? Ça sont des questions. Il y a des gens comme des Topin Kabongo Mukengesha et d'autres qui sont quand même autour du président. Pourquoi on ne sent pas... enfin, les choses ne bougent pas. On ne sent pas le changement. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire, vous l'avez dit vous-même, je ne pouvais pas continuer dans la liste. Et je peux saluer Zachary Babaswe, qui est allé dans mon village natal, pas en Demba, mais dans le village de sa mère, où il a construit au moins une maison. Son élection est contestée là-bas. Bon, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a eu au moins l'avantage de construire une maison en matériaux durables. Est-ce que les gens s'identifient d'abord en lui? Qu'est-ce qu'il a du Kasaï en lui? Mais les gens s'identifieront en vous quand vous allez manger avec eux. Vous savez que vous avez des gens qui sont du coin que par leur appartenance du sang. Mais on est du coin non pas parce qu'on a des parents de là, mais on est du coin parce que l'on sait manger, vivre avec ces gens-là. En bref, le Kasaï central est orphelin. Très orphelin. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions en appeler à la conscience pour que de temps en temps, si d'abord chaque Assaillant qui a immigré, nous parlons en termes d'immigration interne, retour au pays, mon beau village, retourner chez soi et construire une petite maisonnette, mais en matériaux durables, il y aura l'urbanisme qui commencera. Mais vous avez des gens, ils ont beau avoir fait beaucoup de temps en politique, mais ils n'ont pas une maison où dormir chez eux. Quand vous arrivez à Ndemba, les gens dorment où? Au couvent des catholiques, ce qui était le couvent de prêtres, des pères et des religieuses, devenus aujourd'hui des hôtels. À tous les mois, on peut quand même saluer le prof Mampouya parce que quand je suis arrivé... le professeur Auguste Mampouya, Kanonka Chabou. Quand je suis arrivé au coin, on m'a parlé de sa radio communautaire. Ça contribue au développement. Mais combien? Bon, on aurait bien voulu aussi notre aîné, parce que vous savez que et vous-même, il est de la mission. Oui, on sait bien. Il n'a rien fait, vous voulez dire. Mais vous non, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. J'ai dit qu'il y a la radio. Mais je me dis que cette initiative aurait dû être commencée il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, Ndemba rayonnerait. Et vous-même? Moi-même? Allez-y, on va vous parler de moi. Parlez-nous. Vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Merci bien. On va évoluer. Quand vous arrivez là-bas, montrez-moi chez les maîtres Oscar. Vous allez voir que d'ailleurs, vous allez voir vous-même. On ne va pas trop kassaïniser l'émission. L'idée, c'était de dire, d'appeler à la conscience pour qu'on construise chez soi, parce qu'il n'y a pas mieux que chez soi. Chez soi, absolument. Entre-temps, dire cela n'est pas le tribalisme, parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement Américains, de Noirs américains, qui vont aller faire leur test ADN, et quand on lui dit qu'il est de tel coin, il rentre sur la terre de ses ancêtres. Donc, nous appelons au retour à la terre des ancêtres pour développer le coin, et nous considérons, par rapport à ce que vous venez de dire, il n'y a personne autour du chef qui soit des Kananga. Vous-même, vous en avez cité les noms, et je vous laisse continuer cette liste qui est longue. Merci bien. Mais la vraie question, qui fait cette liste, c'est pour ça que nous appelons et nous tirons la sonnette d'alarme pour qu'il y ait une prise de conscience et d'initiative locale, parce qu'en termes de développement, on doit se développer à partir de base. Quant à Madame Denise, nous pouvons, enfin pas Denise, première dame, Denise. Denise dit ce choix. Tout ce que nous pouvons lui dire, c'est de prendre courage et de ne pas abandonner, parce qu'il y a eu mauvaise expérience de ne pas avoir été élu. Voilà. Mais maintenant, dire qu'il y a des millions qu'on donne pour être élu, ça veut dire qu'elle est en train de dire qu'il y a... On va en parler d'ailleurs, on va en parler. Merci bien, Maître Oscar Moubia. Il était important de pousser ces coups de gueule. Nous voulons amener une autre dynamique
changer les choses au Kasaï. Lui dire, comme a dit Maître Oscar, n'est pas être tribaliste ni tribal. C'est la réelle intention de changer les choses. Parce qu'en fait, tant que rien ne change chez nous, la pression, c'est sur nous que ça retombe. C'est tout le temps que tu as des appels. C'est tout le temps que les gens sont malades. C'est tout le temps que les gens meurent parce qu'il n'y a pas de structures sanitaires. Les quelques-unes qui existent n'ont pas de médicaments, n'ont pas d'équipement. Bien. Mais là aussi, parce que vous avez parlé du tribalisme, le propos du secrétaire général de l'UDPS le dimanche, en parlant des immigrés du Katanga qui veulent devenir gouverneurs, il leur a dit, vous n'êtes d'aucun, vous n'avez pas de village d'origine au Katanga, laissez les Katangais s'occuper de leurs affaires, s'occuper de la politique. Cette déclaration a fait beaucoup de boucans, parce que nous en parlons. Parlons-en carrément. Quel est votre avis? Je condamne le tribalisme d'où qu'ils viennent. Et des propos pareils, il me semble, des propos où on sort de son rôle. Parce qu'on n'est pas seulement du coin pour y être attaché par le sang. Avec le sang, ça ne veut pas, dans le monde moderne, dire grand-chose. Et tout, c'est les liens sociaux. Donc, il y a des Kasaïens qui sont nés au Katanga, qui ont étudié. Moi-même, j'ai étudié au Katanga. J'ai un jeune frère qui a un fief à Likasi, où il a étudié, alors qu'il n'est pas originaire du Katanga. Donc, il faut qu'on sorte un peu de cet esprit secteur, et ça serait un peu étonnant. Moi, je n'ai pas suivi le secrétaire général de l'UDPS, qui est un grand parti, et qui, en même temps, il est informateur, et voire formateur. Si les propos pareils ont été tenus, je ne les ai pas suivis. Mais si c'est ce que vous me dites, cela ne peut être que très condamnable. Sachant d'ailleurs que quand il y a eu, j'étais jeune étudiant à Lubumbashi, quand on a commencé ce que l'on a appelé l'épuration ethnique de Kasaïen au Katanga. Donc c'est une terre très sensible, qu'on puisse finir avec pareil discours, ça me semble condamnable si les propos ont été tenus de cette manière-là. Bien, alors, il faut qu'on change de chapitre, Maître Oscar Moubiaï, pour parler des contentieux électoraux. Hier, la Cour s'est enfin prononcée. Il y a eu plus de 1000 requêtes. Seules 49 ont été jugées recevables et fondées. C'est-à-dire qu'il y a eu 49 députés proclamés provisoirement qui ont quitté ou qui vont quitter, qui ont été invalidés, et 49 candidats validés. Avant d'entrer dans les considérations particulières, je voudrais, vu d'ensemble, avoir l'analyse que vous portez en tant que praticien des droits sur ces décisions judiciaires. Bon, beaucoup plus, ce qui va être essentiel, c'est de quelle est l'analyse que nous faisons. Parce qu'avec les arrêts de la Cour, le cycle électoral vient définitivement d'être clôturé. Ouais. Quelles leçons tirons-nous de ce cycle électoral 2023-2024? Alors, avec les arrêts de la Cour, nous aurions bien souhaité que ces arrêts, dans leur motivation, viennent fixer les critères objectifs pouvant régir, pouvant éclairer les juges demain sur notamment les éléments essentiels. On dit que les élections doivent être transparentes, libres, inclusives et consorts. Ouais. Mais quel est l'élément qui fait que l'on puisse dire que cette élection est transparente? Là, il faut des critères jurisprudentiels que dégagent les juges constitutionnels pour dire qu'il y a transparence sur base de tels critères et tel autre. Nous espérons que ça a été fait, sinon c'est un souhait, s'il y a encore d'autres arrêts à venir. Vous avez également ce que l'on déplore et les difficultés que nous avons rencontrées, nous en tant que professionnels du droit, comme avocats, c'est que l'on avait eu des difficultés de défendre nos clients parce que il n'y a pas eu de PV. Alors que, selon le contentieux électoral, c'est sur base de PV quand vous estimez que vous avez gagné.
vous devez en avoir la preuve. Et la charge de preuve incombe à celui qui prétend avoir gagné. Donc, et dans ce cas, sur base de quoi la Cour s'est-elle penchée pour délibérer dans ces affaires? Je m'interroge, les arrêts viennent d'être rendus de mémoire hier soir. Ouais. Je m'approcherai de la Cour pour savoir sur quels critères certains candidats ont gagné et d'autres non, à partir du moment que l'on sait qu'il n'y a pas eu de PV. Dans la salle, on a vu plusieurs personnes, dont un conseiller du président, sa présence dans la salle m'a poussé à m'interroger. Martin Mulumba était-il venu comme spectateur, comme tout le monde, observateur? Mais j'ai vu quand même des gens commenter assez suffisamment sur sa présence dans la salle hier soir. Bon, ce que je peux en dire, c'est que le professeur Martin Mulumba, vous ne l'avez pas cité sur la liste, vous qui étiez en train de dire tout à l'heure qu'autour de Tshisekedi, il n'y a pas beaucoup de gens de Kananga. Je crois que Martin Mulumba est de Kananga. Maintenant, est-ce qu'avait-il été... c'est pour vous répondre, pour dire que quand on dit Tshisekedi n'a pas mis les gens de Kananga, mais peut-être on voudra qu'il en ait suffisamment. Et Martin Mulumba, qui est un professeur, c'est un monsieur qui est à la place où il faut, il le mérite. Je parlais tout à l'heure de méritocratie. Maintenant, quant à sa présence dans la salle, oui. Dans la salle, tout dépend. Quel était son intérêt? Je ne connais pas qu'est-ce qu'il a été faire là. Est-ce que était-il lui-même candidat? À ma connaissance, il n'est pas candidat. Est-ce que était-il allé soutenir un candidat au vu de sa position comme conseiller du chef? Ça laisse interroger quand même. Par rapport à la séparation des pouvoirs, sa présence, au-delà de parce que sa présence physique, on ne le voit pas comme prof Martin Mulumba, individu. On le voit comme conseiller du président. Alors, nous sommes en matière sensible politique. Maintenant, en tant que conseiller, se retrouver dans la salle face au juge, on se demande quel rôle joue-t-il, quel message a-t-il apporté, qu'est-ce qui expliquait cette présence? Je n'ai pas d'éléments suffisants pour savoir qu'est-ce qu'il a été y faire. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'intérêt objectif justifiant sa présence, à l'avenir, nous lui conseillerons d'avoir ce que l'on appelle la réserve. Bien, faire preuve de réserve. Alors, on revient au contentieux. Dans le lot de ceux qui ont été validés, la plupart, ils sont proches du président. C'est soit des ministres en fonction, des ministres honoraires comme Gilbert Kankondé, des mandataires en fonction ou passifs. Quelqu'un s'interrogeait ce matin sur Internet que je n'ai pas vu un candidat simple. Je ne connais pas les 49 qui ont été validés, mais c'est plus de poids lourds. Est-ce que vous comprenez ce que pourrait insinuer une certaine opinion, Maître Oscar Moubiaï? Bon, en termes de leçons, nous disons, moi je prône le renouvellement de la classe politique. Oui. Donc les élections, c'est un moyen de rajeunir, de renouveler, d'avancer pour une société à chaque périodicité. Maintenant, si nous avons que le même visage, nous n'avançons pas trop. Et moi qui prône que l'État soit en marche, si nous marchons en reculant, il y a un problème. Mais il faudra que la jeunesse, parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement un problème d'âge, c'est aussi un problème d'état d'esprit. Oui. Alors, dans la répartition, dans le parti politique, il faudra qu'il y ait cet équilibre-là, de faire à ce qu'il y ait des classes montantes, pour qu'à chaque période électorale, l'on puisse voir de nouveaux visages. Mais il faut que cela ne soit pas une faveur, il faut que les gens soient effectivement élus. Bon. Et puis, comme maintenant je constate malheureusement, parce que là on attend le gouvernement, et que le gouvernement, l'on dit, doit être l'émanation du Parlement. Du Parlement, oui. Cette notion est mal interprétée
chez nous dans notre pays. Et parfois, il y a même les spécialistes constitutionnalistes qui soutiendraient que quand on dit le gouvernement est issu du Parlement, ça doit être les députés. Et donc, vous avez maintenant une politisation du gouvernement, alors qu'au gouvernement, on a besoin des techniciens pour faire développer le pays. Et donc, quand vous allez maintenant tourner autour des politiciens de l'Assemblée nationale, on s'écarterait du caractère technique du gouvernement que l'on attend qu'il soit un gouvernement vraiment de vertébrés, au-delà des techniciens, au-delà de clivage politique. Donc ça, c'est aussi une leçon à pouvoir tirer, une sonnette aussi d'alarme pour que nous puissions avancer et que nous puissions changer. Alors, il y a également quelque chose que je n'ai pas trop bien compris. Ouais. On parlait de PV, l'absence de PV. Maintenant, vous parlerez aussi de candidats invalidés par la CENI elle-même. Ils sont allés au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit « je ne suis pas compétent ». Ils sont venus à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit, et je l'avais déjà dit, au lendemain même de la décision de la CENI, quand l'invalidation de 82 devenue 81, qu'on a appelé le tricheur, sans être d'accord avec la tricherie, j'avais estimé que la décision de la CENI était illégale. Ça m'avait valu beaucoup de critiques et d'injures. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. La Cour vient dire comme moi que la décision de la CENI en invalidant le candidat dit tricheur, cette décision était illégale. Sauf que la Cour n'en tire pas les conséquences. Si vous dites que la décision est illégale, donc il faut réexaminer le scrutin exprimé en faveur de ces candidats et les réhabiliter dans leurs droits, c'est ça. Et deviennent ces candidats-là. Il y a un problème. Et un autre problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait confusion chez les professionnels, mes confrères avocats. L'ont soulevé des questions devant, parce que la Cour constitutionnelle siège avec plusieurs compétences. Vous avez la Cour constitutionnelle en matière pénale. Bientôt, on aura les procès célèbres de l'actuel qui a été réélu. Matata Pogno. Matata Pogno. Ça, c'est le juge constitutionnel en matière pénale. Vous l'avez promis au mois de mars, on attend bien. C'est un juge constitutionnel en matière pénale. Il y a le juge en contentieux électoral et il y a le juge d'interprétation de la Constitution, qui n'est pas le même que le juge du contentieux. Mais on a vu certaines questions d'interprétation de la Constitution se soulever devant le juge du contentieux. Et sur ça, le juge aurait dû tout simplement dire qu'il est incompétent parce qu'il ne peut pas être saisi en interprétation. Alors, donc, l'occasion est donnée pour que nous puissions voir, nous faisons confiance. Vous connaissez ce que je pense de l'actuel président de la Cour constitutionnelle, que je considère que depuis son arrivée, il a remis la Cour sur le rail. Après fausse sortie de l'autoroute, avec le fameux procès de Matata où la Cour s'était déclarée incompétente. Donc, il est encore récent. Je reviendrai peut-être le temps pour moi de voir les arrêts, les analyser et voir quelles leçons nous pouvons tirer. Mais à côté déjà de premières déclarations, le fils de Bahati Lukwebo, qui est au bureau d'âge, ou qui était au bureau d'âge, a été invalidé. Son père dit non, mais lui était meilleur élu, son élection n'était pas attaquée, on attaquait plutôt quelqu'un d'autre. Comment expliquer que ce soit lui qui soit invalidé? Bahati Lukwebo, d'ailleurs, qui annonce une déclaration politique cet après-midi. Il a perdu 9 sièges à la suite de ces arrêts de la Cour constitutionnelle. Ce qui fait de lui désormais 4e force politique au sein de l'Union sacrée. Il était entre 2e ou 3e. Votre avis? Mon avis, ça demeure que, d'abord, il ne faudra pas parler
ce jeune homme en termes de fils de Bahati. Parce que si on est fils d'eux, nous serons une république de fils d'eux. Et ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Il n'y aura pas renouvellement de la classe politique. Parlons des députés. Il va falloir que dans notre pays, il y ait des gens issus des classes populaires, comme des gens Pierre Kayembe, dont on ne connaît pas le parent, ni un grand-parent. Mais des illustres inconnus qui vivent chez moi dans le Kasaï. C'est comme ça qu'une société émerge. Parce qu'il y a des jeunes, de figures nouvelles qui arrivent en politique. Alors, si maintenant nous restons sur ce que votre collègue Molière TV appelle dynastie, si nous avons des dynasties familiales, à ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, ça révolte. Maintenant, je n'ai rien contre le fils de Bahati. Bahati, pour qui j'ai beaucoup de considération. Je pense qu'il est mieux outillé pour ne pas rester dans les rapports filiales avec son fils par rapport à son choix politique. Mais il n'y a pas que son fils. Il y a 8 autres personnes, 8 autres députés qui ont été invalidés dans son camp. Bon, et je dirais comme l'a dit le président américain Biden, nous ne pouvons pas aimer l'Amérique quand nous gagnons. Il faut aimer le Congo même quand on perd. Et je crois que M. Bahati est mieux outillé, a beaucoup d'expérience. Son choix politique ou la déclaration qu'il fera, je ne pense pas que ça pourra être dicté par rapport à ce que l'on peut ressentir comme échec. On ne va pas brûler le pays puisqu'on n'a pas eu de siège. Mais en même temps, quand la Cour a parlé, quand on est, on va dire, citoyen, un bon citoyen, on s'incline parce que la Cour a les derniers mots. La dernière fois, en 2019, l'on parlait des erreurs matérielles qui ont été corrigées. La Cour était revenue sur ses propres arrêts. Non, c'était une erreur grave et une mauvaise interprétation. L'erreur matérielle dont on parle, en droit, il faut en donner le contenu et la définition. Et chaque discipline a ce que l'on appelle l'erreur matérielle. L'erreur matérielle en droit civil, en droit pénal, n'est pas la même erreur matérielle qu'en droit électoral. L'erreur matérielle en droit électoral, c'est d'ailleurs ça qui fait l'objet du contentieux. Parce que quand vous allez en contentieux électoral, vous y allez soit pour voir annuler le scrutin, soit vous y allez parce que vous estimez que vous aviez gagné et qu'il y a eu une erreur matérielle. Cette erreur matérielle consiste à quoi? À considérer que moi j'ai eu 1000 voix, on ne m'a pas proclamé alors que celui qui a eu 900 voix a gagné. Et vous apportez donc la preuve de vos 1000 voix. C'est ça l'erreur que peut, dans le comptage, se glisser. Mais ce n'est pas une erreur qui permettrait qu'on revienne, comme on a vu, vers des arrêts de la Cour, des tristes mémoires, où on a vu certains candidats repêchés, soi-disant qu'il y avait eu erreur matérielle qui permettrait de rectifier l'arrêt de la Cour. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Oscar Moubiaï, vous pensez qu'à la suite de ces arrêts, la majorité présidentielle pourrait être bousculée? Voyez-vous Modeste Bahati aller au-delà, quitter la barque? Voyez-vous d'autres candidats invalidés ou déclarés non élus quitter Félix Tshisekedi? Mais quand vous parlez de ça, c'est que vous parlez du poids de personnalités qui peuvent quitter l'Union sacrée. Oui. Alors, si ces personnalités ont été invalidées, quand elles quittent l'Union sacrée, en termes de majorité, entendue comme étant majorité parlementaire, ça ne change pas parce qu'ils n'ont pas été élus. Et donc, ils ne sont pas majorité. Ils vont raffermir ça n'aura pas d'incidence. Les rangs de l'opposition. Ça n'aura pas d'incidence au sein de l'Assemblée. Mais maintenant, ça peut avoir une incidence politique. Quand vous avez une personnalité qui a un poids lourd, on dirait comme ça,
au sein de la majorité comme Bahati, s'il fait défection, politiquement, en ce moment, on a besoin de cohésion nationale, ça ne donnerait pas bonne image. C'est pour ça que nous pensons que quand on a un poids lourd, on doit être un homme d'État. Un homme d'État est celui qui va au-delà des calculs électoraux ou calculs politiciens et regarde l'intérêt du pays. Et donc, je pense qu'il est mal indiqué que les gens puissent quitter les rangs de l'Union sacrée simplement parce qu'ils n'ont pas été satisfaits et parce qu'ils n'ont pas été élus. C'est pour ça que je vous dis, comme Biden, nous devons aimer les pays. Même quand nous échouons. Quand nous échouons. Voilà. Mais là, il y a aussi notre problème pour les sénatoriales et les gouvernorales. Hier, le président recevait à la Cité de l'Union africaine la ministre de la Justice. Il lui donne la mission de voir comment décourager des candidats gouverneurs, candidats sénateurs ou des députés provinciaux qui sont soit corrompus ou corrupteurs. Ça s'est déjà passé dans ce pays. Comment vous analysez-vous, Maître Moubiaye, cette démarche du président, surtout quand on sait qu'en ce moment, on a eu des gens qualifiés de fraudeurs, de tricheurs, et qu'on a vu personne être arrêté jusque-là? Je dirais comme M. Jean-Marie Kassamba, que vous avez reçu chez vous, je vous dis que quand les chefs parlent, on doit s'approprier de sa parole par son cabinet pour pouvoir accompagner cette parole-là. Quand le chef dit qu'il faut décourager la corruption, quel est le mécanisme qu'on met en place pour décourager la corruption? Nous savons que les sénateurs sont élus ou les gouverneurs en suffrage indirect par un petit groupe. Et comme nous savons que nous avons les symptômes, la maladie d'être corruptible, et que la classe politique aujourd'hui fait preuve de... C'est nauséabondant, ça sent mauvais. En politique, on ne doit pas parler d'argent, c'est des valeurs nobles. Mais je constate ici, tout est argent, tout est monnayable, même les sièges, même des voix, même des postes, tout est monnayable. Alors à partir de là, comment décourager cette pratique? Je pense qu'il faut d'abord qu'on s'y penche pour réfléchir sur le mode de comment on devient sénateur, de comment on devient gouverneur. Et comment on peut maintenant décourager cela. Mais comme nous sommes des personnes aujourd'hui avec le virus de corruption, je ne sais pas s'il faudra déplacer tous les sénateurs, les amener dans une autre province, les enfermer pour pouvoir élire leurs candidats afin de les couper de candidats pour qu'ils ne soient pas corrompus. Parce que quand nous sommes dans un pays où on vend des maisons pour aller aux élections, vous comprendrez que la corruption, c'est un fléau. Et quand on a vendu une maison, et quand on a corrompu pour devenir sénateur, vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à ce que... Rentabiliser, récupérer. Rentabiliser, à récupérer. Et donc, c'est ce qui attire beaucoup de gens vers la politique pour aller, non pas servir, mais se servir. Et à l'époque, on disait un peu égal, servir et non pas se servir, même si c'était resté au niveau du slogan. Aujourd'hui, nous devons faire un effort. Quand je dis nous, ça voudrait dire les chefs de l'État. Cela appelle des réformes structurelles. Et c'est en cela que je pense également que cette constitution qui a mis... Regardez, nous avons plus de partis politiques aujourd'hui que les usines. Et les partis politiques ne sont même pas connus du peuple. Vous croyez vraiment dans un village où on connaît un parti politique qui doit s'appeler AAA, BBB, BBC. Voilà, vous comprenez qu'il y a un problème. Alors, l'idée de seuil, c'est quoi? C'est de faire à ce que les partis politiques, les petits partis tombent et qu'on arrive à des grandes forces politiques pour que nous puissions arriver au bipartisme.
Comme quand vous êtes en France, on va vous dire les socialistes et les gens de droite et gauche. Quand vous êtes aux États-Unis, on va vous dire les démocrates et les républicains. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas nous regrouper dans les grands ensembles et sortir des petits partis politiques où on ne connaît que papa, maman, enfant, de sorte que quand on est au niveau de contentieux, ça devient un problème d'ordre familial. On est dans bébé, comme un langage très compliqué. Donc, moi, je ne vois pas comment Madame ministre de la Justice pourra, de manière préventive, empêcher la corruption en termes de mécanismes à mettre en place. Mais maintenant, c'est difficile. C'est très difficile. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que si maintenant il y a des cas avérés de corruption, que les sanctions soient sévères pour dissuader à ce qu'il n'y ait pas de corruption. On doit terminer. En l'état, c'est devenu des pratiques malheureuses où la corruption a élu domicile dans la classe politique et où même au sein de l'Assemblée nationale, on parle d'argent qu'on appelle des invisibles. Tout ça, c'est du langage de corruption, de l'argent et d'un train de vie. On dit qu'il faut se sentir... il faut avoir de la honte à être plus riche parmi les pauvres. Quel est le rapport de vie en termes de degrés comparatifs, en termes de tension salariale? Quel est aujourd'hui le train de vie d'un député par rapport à un vaillant journaliste comme vous? Vous allez voir qu'il y a un écart très grand. Donc je crois qu'on doit réduire aussi les trains de vie de nos institutions pour que on ne soit pas attiré en politique par l'argent. Et non plutôt par la mission, parce que c'est le postulat. Et quand on va être attiré en politique pour servir son peuple, sans, vous savez, ailleurs où on peut devenir, quand on devient ministre ou député, on voit son salaire diminuer, on perd en revenus. Mais on admet parce qu'on a la passion d'aller servir et on perd même l'argent. Si on va réduire les trains de vie, si on va réduire, si on va changer cette conception de penser qu'on va aller s'enrichir, je crois qu'il y aura moins de corruption parce que la politique n'intéressera plus personne en termes d'aller s'enrichir. Ça sera en termes de passion. Pareil que la CENI. Pourquoi ne pas aujourd'hui concevoir notre CENI où ceux qui y vont comme des bénévoles? Pas ça ne traîne qu'un mois pour... Pourquoi on ne prend pas là? En Europe, ce sont des bénévoles. Mais pourquoi on dit CENI? Et CENI, c'est autour d'1 milliard. Et puis, vous avez des gens rémunérés. Et on sait que ça paye mieux. Alors, pourtant, c'est une organisation passagère. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on reste dans ça. On doit aujourd'hui retourner les élections, que ce soit organisé par le gouvernement, donc au ministère de l'Intérieur. Parce que l'expérience n'a pas donné. On a pensé que avec aux catholiques, à la société civile et tout ça, ils seront à l'abri de corruption. Mais l'expérience sur 4 cycles, on a vu que même les religieux n'ont pas fait preuve de sainteté. Ils sont des diables comme nous. Alors, dans ce cas-là, retournez. On va terminer parce que le temps fait défaut, Maître Oscar. Hors antenne, vous m'avez dit, qu'en suivant notre émission avec Barnabé Milingagno, qu'il s'était fourvoyé ou qu'il se serait fourvoyé. Quand nous avions évoqué notamment les dispositions constitutionnelles qui permettent au président de déclarer la guerre sans forcément réunir les 2 chambres du Parlement en congrès. Nous avions lu des articles qui expliquaient le président pouvait écouter les avis des 2 chambres sans qu'elles soient forcément réunies en congrès. Barnabé a dit le bureau du Sénat en ce moment est fonctionnel. En l'absence d'une nouvelle élection, le président peut convoquer, peut les écouter, déclarer la guerre contre le Rwanda en l'absence du congrès. Écoutez, les messieurs que vous me citez, s'il n'est pas juriste, c'est le malheur de notre pays. J'ai suivi un commentaire sur de mes émissions. Il y avait une critique et il y a une bonne réflexion de monsieur qui a dit « Ah, le Congo, notre pays », ou même un cordonnier peut critiquer un avocat. Si le monsieur n'est pas juriste, à ce moment-là, c'est un peu hasardeux qu'on ait le courage de venir aborder les choses qui ne relèvent pas de son domaine. S'il est juriste, en tout cas, il n'est pas le bon.
Voilà, il a lu un peu des articles, je ne sais pas lesquels il vous a lu, mais je crois qu'il vous a lu l'article 86. Oui, ça doit être 426. Avant de lire 86, il fallait qu'il commence par lire 119. Et là, M. Tambo 86 nous envoyait à un autre article, évidemment. Oui, d'abord c'est 119. Parce que nous avons 3 situations difficiles qui appellent des réponses, soit l'état d'urgence, l'état de siège, soit déclaration de guerre. Voilà les 3 situations qui viennent paralyser la vie normale d'un État. Et face à cela, vous allez à l'article 119. Et l'article 119 renvoie maintenant à chaque situation particulière. Donc l'article 119 renvoie pour l'état d'urgence à l'article 85. Et là, M. Ntambo s'était fourvoyé pour dire qu'il fallait qu'il y ait les congrès donc de chambres réunies. J'en ai déjà parlé suffisamment. Bon, alors, pour la déclaration de guerre, l'article 119 renvoie à l'article 86. Voilà ce que l'article 119 dit. Les 2 chambres, les congrès s'est réunis. Si vous me permettez de vous le lire rapidement, le 119, je ne sais pas si vous avez une question là-bas, on dit, c'est sûr, vous l'avez dans votre... Sur mon téléphone qui n'est pas ici, on vous donne quelques minutes, évidemment. J'étais déjà là-dessus. Alors, l'article Constitution RDC. L'article 119 dit ceci. Constitution de la RDC, j'y suis. Et l'article 119, je vais vous donner vous-même pendant que j'explique. Alors, vous allez vous remonter jusqu'à l'article 119. L'article 119 dit les congrès s'est réunis. Si vous pouvez lire vous-même comme ça, on va... Oui, on va retrouver ça très rapidement. Je suis à 100 déjà, 109. 119. 120. Les 2 chambres s'est réunies sans congrès pour les cas suivants. La procédure des révisions constitutionnelles, conformément aux articles 218. Au point 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence et de l'état de siège et de la déclaration de guerre. Des guerres, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Allons-y maintenant à l'article 86. Vous voyez que l'article 119 envoie à 86. Et 86 dit le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Très bien. Lui, on dit autorisation. Lui, il s'est limité à la lecture de l'article 86 pour vous dire ce qu'il vous a dit. Mais maintenant, à l'article 86, pour vous dire ce qu'il vous a dit. Maintenant, c'est qu'il n'a pas allongé l'esprit. Vous voyez, c'est un problème d'esprit. Quand vous les avez, vous faites une lecture sectorielle ou littérale. Quand vous n'êtes pas un bon juriste, vous ne faites pas une lecture combinée des articles. J'ai dégagé une théorie triangulaire de la lecture de la Constitution sur l'état de siège et l'état de guerre. Ça, c'est une invention à moi. Que je dis chez vous. Quand quelqu'un viendra dire, vous dites non. Ça, c'est Maître Oscar. La lecture triangulaire. Vous avez 119, il vous envoie à 86, et 86 vous envoie à 143. Maintenant, vous pouvez lire 143 que lui n'a pas lu. Ces jours-là, nous avions lu 2 articles. Il faut en lire 3, ce qui fait un triangle. Conformément aux dispositions d'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des 2 chambres. Il en informe la nation par un message. Ça, on avait lu le 143 avec autorisation des 2 chambres du Parlement. Mais il n'a pas ici, n'est pas spécifié expressis verbis que les 2 chambres doivent se réunir en congrès. Non. Je dis ceci. Vous allez à 119. Ouais. Les congrès se réunissent dans les cas suivants. On dit bien, les congrès se réunissent dans le cas suivant. Point 2, déclaration de guerre. D'accord? Les congrès se réunissent pour déclaration de guerre. Donc, c'est 119 qui le dit.
Et 119, vous dit maintenant, vous montez à 86 et vous redescendez à 143. Quand vous faites une lecture combinée triangulaire, vous dégagez qu'il faut une déclaration de guerre. Donc, notre cher Barnabé, selon vous, a tapé à côté. Une hérésie totale. Si vous voulez vous l'inviter, je lui démontre la géométrie constitutionnelle. Et nous avons même un précédent dans l'évolution de nos institutions. M. Kamere avait perdu son poste de président de l'Assemblée parce qu'il s'était exprimé à l'époque. Il s'était senti choqué. Et contre le président de la République de l'époque, quand il avait appris qu'il y avait la présence militaire rwandaise sur notre sol ou qu'il y aurait eu sans autorisation de l'Assemblée nationale. Donc la déclaration de guerre, c'est... Merci bien. On réunit le Congrès. Et M. Barnabé, s'il aime les droits, qu'il aille apprendre les droits. Et mais surtout, qu'il aille apprendre chez les bons professeurs du droit constitutionnel ou du droit public. Et à ce moment-là, il arrivera à une lecture combinée des articles et non pas prendre un article isolé comme un Tambouma l'avait fait. Il faut, dans les régimes juridiques... Vous avez parlé d'une lecture triangulaire de la Constitution. Et pour vous, Barnabé, sur le plan des droits, c'était un analphabète. Oui, vous savez qu'il y a un livre, on dit les nouveaux analphabètes. Un analphabète, les nouveaux analphabètes, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de diplôme, mais ce sont ceux qui, depuis qu'ils ont eu des diplômes, ils n'ont plus lu. Et d'autres analphabètes sont ceux-là qui, depuis, ils ne se sont plus formés. C'est pour ça qu'il faudra, dans notre pays, dans chaque domaine de profession, qu'il y ait des formations, obligations de formation continue. Vous autres, en Europe, quand vous êtes avocat, vous avez l'obligation chaque année de justifier un quota de nombre d'heures pour votre profession. Et là, je suis même déjà en retard. Donc, même vous autres journalistes... Merci, bien toujours se mettre à jour, c'est très important. Même vous, au sujet, oui. Jean-Marie, vous devez maintenant imposer et l'UFASIC signe un contrat avec vous. Comme ça, vous allez vous donner la formation aux jeunes journalistes et qui doivent avoir une obligation de quota d'heures de formation. Merci bien. Et quand vous n'avez pas les quotas d'heures de formation, je demande à Jean-Marie Kassamba de sanctionner les journalistes qui ne justifient pas d'un quota d'un nombre d'heures de formation continue. Hier, ici, enfin il y a 2 jours plutôt, notre invité Fabien Lumbala citait nommément ici l'ancien vice-président de la République, Azarias Rouberois. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, sur notre chaîne, Azarias Rouberois va parler. Demain, sur notre chaîne. Rendez-vous à ne pas manquer. Il va répondre à Fabien. Parce qu'il s'estime lésé, touché. Quelle méthode utilisera-t-il pour faire passer son message demain, 13h? Organiser un débat contradictoire avec Fabien. C'est mieux. Non, ce serait très déséquilibré. Portez-vous bien. Bonsoir.